Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose un webinaire sur un point spécifique de la pédagogie Montessori, la normalisation. Alors, pourquoi est-ce que j'ai choisi ce thème? Maria Montessori a utilisé souvent les termes de normalisation, d'enfant normalisé, de déviation, d'enfant dévié, et elle a écrit de nombreux chapitres sur le sujet au fil de ses livres qui fait partie donc ce sujet de sa pédagogie. Alors ces termes peuvent interroger, sembler un peu particuliers, et c'est le cas puisqu'à mon sens, il n'y a que Maria Montessori qui les a utilisés pour parler du développement de l'enfant. Donc c'est intéressant d'être au clair, d'essayer de comprendre ce que Maria Montessori mettait derrière ces termes. Au premier abord, cette classification en deux groupes d'enfants, les enfants normalisés et les enfants déviés, peut sembler rigide et peut nous faire penser à la séparation archaïque entre guillemets, les bons enfants et les mauvais enfants. Bien sûr, ce n'est pas du tout l'intention de Maria Montessori. Donc, je vous propose de prendre le temps, au cours de ce webinaire, de synthétiser ce que Maria Montessori mettait réellement derrière ces termes et surtout quel message elle souhaitait transmettre à travers eux. Un message qui déstabilise les idées préconçues, mais aussi un message qui est vraiment porteur d'espoir. Et c'est donc ce que je vous propose d'approfondir maintenant. Donc voici le sommaire de ce webinaire. Donc je vais commencer par définir le sens du mot normalisation, puis par exposer les caractéristiques des enfants déviés et des enfants normalisés selon Maria Montessori. Ensuite, j'approfondirai le processus de normalisation donc dans ce cadre de la pédagogie Montessori. Et en conclusion, j'ouvrirai sur un autre regard que l'on peut porter sur la normalisation. Alors, mes ressources, donc, étant donné qu'il s'agit d'un point spécifique de la pédagogie Montessori, j'ai bien sûr pris mes informations à la source dans les ouvrages même de Maria Montessori, principalement dans l'enfant, l'esprit absorbant de l'enfant et l'enfant et l'avenir de l'homme. Je me suis également appuyée sur le livre d'Edwin Mortimer Standing, Maria Montessori, sa vie, son œuvre, qui a été écrit en 1952 et qui, comme son nom l'indique, reprend la vie de Maria Montessori et étudie, synthétise son œuvre pédagogique, à mon sens, de façon assez juste. Et mon travail s'appuie également sur nos précédents webinaires que nous avons à cœur de vous proposer et dont le but est toujours in fine une meilleure compréhension du développement et des besoins de l'enfant. Donc je pense notamment en particulier au thème de la motivation, à celui de la discipline ou encore à celui sur les violences éducatives ordinaires qui sont liés directement à ce thème que nous traitons aujourd'hui. Alors je me suis également basée sur notamment donc un extrait du livre The Science Behind the Genius d'Angeline Stoll-Lillard, qui est professeure de psychologie américaine et experte dans la pédagogie Montessori. Et j'ai également consulté des sites américains sur le sujet, comme NAMTA et Age of Montessori. Donc pour commencer, partons des définitions. Le mot normalisation vient du latin norma, qui signifie à l'équerre, droit, normal, conforme à la règle. La normalisation, c'est l'action de normaliser. Et le dictionnaire Larousse propose deux sens à ce mot normaliser: faire revenir à une situation normale ou bien rendre conforme à une norme. Alors, ça dépend bien sûr du contexte. Dans un contexte technique, la normalisation, ce sera l'action de rendre conforme à une norme établie, et son synonyme sera la standardisation. En politique, on utilisera ce terme pour désigner un retour à une situation d'ordre, suite à une crise, une révolte, une révolution, en faisant appliquer des règles. Et en diplomatie, on parlera de la normalisation, par exemple, des relations de deux pays pour parler d'un retour à une situation habituelle. Alors dans l'éducation, je l'ai dit tout à l'heure, la pédagogie Montessori donne une signification particulière au terme normalisation.
et on peut dire qu'elle est la seule à l'utiliser. Alors dans ce contexte spécifique, normal ne se réfère pas à quelque chose de régulier, mesuré, par comparaison, ni à quelque chose d'habituel et encore moins à une moyenne. La normalisation ne se réfère pas non plus au fait de rendre conforme à une règle. Alors Maria Montessori a observé les différents caractères des enfants et leur évolution, et elle a utilisé les termes normaux et la normalisation pour décrire un processus unique qu'elle a observé dans le développement de l'enfant. Alors avant de décrire vraiment ce processus de normalisation, je vous propose dans un premier temps de faire un point sur ces caractères, ou plus exactement ces caractéristiques observables des enfants. Les caractères des enfants, donc le CNTRL, Centre national de ressources textuelles et lexicales, nous énonce que le caractère d'un individu est l'ensemble des traits psychiques et moraux qui composent sa personnalité. Alors Maria Montessori, elle disait qu'on classait généralement depuis des décennies, et sans doute en partie encore maintenant, le caractère des enfants en 3 groupes. Donc on a les enfants pour lesquels on considère qu'ils ont des défauts et qui doivent être corrigés. On a également les enfants dits entre guillemets sages, sages dans le sens d'obéissants, et bien souvent également passifs, donc qui sont considérés comme des modèles dont les adultes sont plutôt fiers, mais ce sont également des enfants qui ne dérangent pas l'adulte. Et enfin, les enfants dits supérieurs qui seront plus dans l'opposition et bien souvent pas faciles à vivre, mais dont les adultes retirent également une certaine fierté. Alors ces groupes vont faire ressortir des caractéristiques qualifiées de bonnes ou de mauvaises et vont être à l'origine d'une confusion. Alors selon ces groupes, l'adulte qui est soucieux du comportement de l'enfant pense alors que c'est son devoir de corriger ce qu'il va considérer comme étant des défauts chez lui. Il va alors exiger de lui qu'il obéisse, soit en lui apportant un enseignement moral de façon directe, et ou en donnant l'exemple, et si besoin, en utilisant des punitions. Maria Montessori, elle avait un autre point de vue, puisqu'elle a observé que la répression aggrave ou même provoque ce qu'elle appelle des déviations, les déviations de l'enfant, qui d'après elle ne peuvent pas être corrigées directement de cette manière-là. Dans ces classes, elle a observé que les enfants perdent à un moment donné toutes les caractéristiques qu'on leur attribue habituellement. Les défauts disparaissent, mais également d'autres traits de leur caractère. En général, cela arrive d'un coup. Et elle nous dit que c'est alors un type unique d'enfant, un enfant nouveau qui apparaît. Et c'est cette transformation, Maria Montessori comparait aussi à une conversion, qu'elle a appelée la normalisation, car c'est à ce moment-là que l'on voit véritablement les caractères naturels de l'enfant. L'adulte pense qu'il a libéré l'enfant de ses défauts naturels, alors qu'en réalité, il a à le libérer des obstacles pour lui permettre d'agir selon sa nature propre et lui permettre de laisser éclore ses caractères normaux profonds. C'est un retour aux conditions normales de développement. La normalisation est donc un retour à la nature vraie de l'enfant. C'est une sorte de guérison, un retour à la santé. Et c'est dans sa lutte contre la répression continuelle de l'adulte que l'enfant perd ses caractères normaux. L'enfant est alors dévié de sa nature profonde. Maria Montessori reprenait cette phrase attribuée au chimiste Antoine Lavoisier qui dit que dans la nature, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Donc, en réprimant l'élan vital de l'enfant par la répression ou par le fait de ne pas respecter ses besoins, on permet à d'autres énergies de se développer, des énergies qui sont donc déviées. Donc, partant de ce constat, Maria Montessori classait, elle, les enfants en 2 groupes. Les enfants déviés, donc de leur nature profonde, et les enfants normalisés. Alors, je vous propose déjà de décrire les caractéristiques de ces 2 groupes qu'on va voir maintenant. Donc, je vous propose de commencer par voir quelles formes peuvent prendre les énergies de l'enfant qui sont déviées de leur véritable nature. Alors, ça pourra être des fuites psychiques.
Alors, c'est des, des énergies qui vont se manifester par une curiosité errante, de la fatigue, une sorte de vagabondage. Et donc, ces fuites psychiques, elles vont permettre de fuir une souffrance. Ça pourrait être également des barrières psychiques. Alors, il s'agit d'un phénomène psychologique de défense qui provoque des blocages. L'enfant, alors, ne se construit plus car il est en train de construire une barrière pour se protéger. On peut prendre comme exemple le blocage qu'on peut observer couramment pour les mathématiques. Ça va vraiment être un obstacle intérieur qui se dresse au seul nom de la matière des mathématiques. Alors Maria Montessori a remarqué qu'il est plus facile de guérir des fuites que des barrières, car la barrière, c'est vraiment une construction intérieure qui ferme l'esprit pour se protéger du monde. Et elle qui œuvrait pour la paix dans le monde grâce à l'éducation, elle faisait une comparaison de ces barrières psychiques avec les frontières des nations, qui sont, d'après elle, la conséquence d'une souffrance, d'une grande violence renforcée par une anxiété d'isolement, qui est à l'origine des violences faites entre les nations. Alors certaines déviations sont plus provoquées par l'ennui et peuvent alors prendre d'autres formes que les fuites ou les barrières psychiques. On va avoir, par exemple, l'attachement. C'est quand l'enfant substitue son activité à celle de quelqu'un d'autre, dont il est complètement dépendant. Il est alors en constante demande d'aide et de présence. Et en même temps, la conséquence de cet attachement excessif, ça sera l'inertie, l'oisiveté, la paresse. Et l'adulte ne s'inquiète pas de cet état car il ne perturbe pas nécessairement sa propre activité. Comme il est tranquille, il ne le voit pas. Mais Maria Montessori qualifie cet état de dépression psychique. On a également la possession, donc l'enfant va déplacer son énergie non assouvie vers la possession. Alors ce n'est pas l'objet qui est la cause de ce besoin de possession, mais bien un mal intérieur. Soit l'enfant va passer son temps à se battre, à lutter pour satisfaire ce sentiment de propriété, soit l'enfant va accumuler, cacher, collectionner des objets sans but logique. Il est alors attaché à des choses dont il ne veut pas se séparer, même si elles sont inutiles. D'ailleurs, on peut retrouver ce type de déviation chez l'adulte. Donc on a également le pouvoir, alors ça va être une suite de la possession. C'est le désir de contraindre quelqu'un pour obtenir des avantages. Et l'enfant va tester ce pouvoir de manière capricieuse en utilisant la plainte, la prière par exemple. On a également le complexe d'infériorité. Alors c'est en exerçant son autorité sur l'enfant qu'il considère inférieur que l'adulte va en quelque sorte détruire la personnalité de l'enfant. Et quand l'adulte arrête l'enfant dans ses actions sans le consulter, en fait il lui signifie, en plus de l'arrêter dans sa propre construction, que ce qu'il fait est insignifiant. Donc l'enfant intègre cela, se décourage, perd confiance en lui et n'arrive pas à prendre de responsabilités. Et il n'y arrivera pas car en fait ce qu'il ressent c'est un grand sentiment d'impuissance et ce sentiment il sera accompagné de timidité et d'incertitude. Une autre forme de déviation, donc on va avoir la peur. Les adultes utilisent parfois la peur pour obtenir l'obéissance et en général cela aggrave la peur naturelle de l'enfant. On a également le mensonge, donc il y a différents types de mensonges. En ce qui concerne les déviations, on parle des mensonges créés par un réflexe de défense contre l'adulte. Mais Maria Montessori, elle met aussi en lumière le fait que la discipline et les rapports sociaux s'organisent le plus souvent sur une sorte de camouflage de mensonges. Même l'adulte, pour ne pas vivre en conflit permanent entre ses sentiments profonds et les déviations qui sont organisées de la société, il s'adapte et se camoufle. Alors elle cite également des troubles physiques qui proviennent d'une cause psychique, comme par exemple les troubles de l'alimentation. Alors toutes ces déviations ont des caractères particuliers, mais elles prennent toute naissance à la même racine. Plutôt que de tenter désespérément de modifier chacune de ces déviations de façon directe, Maria Montessori elle proposait de s'attaquer à cette racine et viser la reconstruction interne de la personnalité. Caractère les enfants normalisés. Alors si les déviations sont innombrables, on l'a vu,
tous les enfants normalisés présentent les mêmes caractéristiques uniques. Alors, les comportements dits entre guillemets mauvais disparaissent, mais ce qui est intéressant de voir également, c'est que d'autres qui ne sont pas considérés comme tels disparaissent aussi, comme par exemple l'attachement excessif, qui ne va pas nécessairement nous choquer, mais cet attachement excessif va se transformer en indépendance. De la même manière, la passivité, la docilité va se transformer en action. Alors, Edwin Mortimer Standing énumère dans son livre les caractéristiques des enfants normalisés. Alors, ces caractéristiques donc, vont être les suivants. On a tout d'abord l'amour de l'ordre. C'est lorsque l'enfant a acquis un ordre intérieur, alors il va prendre plaisir à participer à l'ordre extérieur dans son environnement. L'amour du travail. Alors Maria Montessori fait la distinction entre travail et jeu. Donc cette distinction, elle n'est pas toujours bien perçue, car culturellement, on associe souvent le jeu au plaisir et le travail à une sorte de souffrance. Or, ici, il s'agit du travail comme activité qui a pour but inconscient la construction de la personnalité. Et l'enfant prend plaisir à cet accomplissement. Donc le travail est source de plaisir, et pour autant, Maria Montessori ne le considérait pas comme un jeu. Elle dit d'ailleurs que quelqu'un parlait de l'homo laborans au lieu de l'homo sapiens, donc l'homme travailleur au lieu de l'homme savant. Alors, il y a également comme caractéristique une profonde concentration spontanée. Alors, c'est lorsque l'enfant est tellement concentré, grâce à une véritable motivation intrinsèque, qu'il s'isole totalement de l'extérieur. On a également l'attachement à la réalité. Donc, pour construire son intelligence, l'enfant se nourrit des informations réelles de son environnement, car elles sont vraiment la base de cette construction, la matière première. On a également l'amour du silence et du travail solitaire, alors qui découle de la concentration. C'est seulement ensuite que lorsque l'enfant aura conscience du but de ses actions, qu'il aura envie de travailler en groupe. Sublimation de l'instinct possessif. Donc c'est lorsque l'enfant va aimer profondément son environnement, mais alors il n'a plus cet instinct de propriété. Maria Montessori dit qu'il s'agit d'utiliser sans posséder. C'est la connaissance de l'objet qui fixe l'attention et non sa possession. Donc il n'a plus besoin de s'approprier les objets. L'obéissance, alors il ne s'agit pas d'une soumission passive, mais d'une obéissance qui se développe à travers le travail. Donc Maria Montessori, elle définit plusieurs degrés d'obéissance. Donc le degré ultime, c'est vraiment la réelle volonté d'obéir. Alors on a également l'indépendance et l'initiative. C'est l'adulte qui va permettre à l'enfant d'agir par choix réel en limitant ses interventions au maximum, en ayant à l'esprit que pour tous les stades de développement, toute aide inutile est une entrave au développement des forces naturelles. Alors l'autodiscipline spontanée, c'est ce que Maria Montessori appelle la discipline intérieure, seule véritable discipline à ses yeux et indissociable de la liberté. Elle écrivait « La solution consistait à obtenir la discipline en donnant la liberté ». Alors, je vous conseille de vous référer à notre webinaire sur la discipline si vous voulez en savoir plus. Alors, c'est aussi sans doute ce qui paraît le plus différent quand on observe une classe Montessori pour la première fois, c'est que les enfants vraiment semblent guidés par une force intérieure. Et enfin, pour finir, la joie. Les enfants normalisés sont joyeux car ils sont en paix avec eux-mêmes et avec leur environnement. Alors, maintenant qu'on a vu un peu les caractéristiques des enfants déviés, des enfants normalisés, quel est donc ce processus qui permet
aux enfants de passer d'un état dévié à un état normalisé. Donc Maria Montessori, elle a observé ce processus unique de normalisation au sein même de ces écoles. Ce qu'elle a remarqué, c'est que pour qu'un enfant puisse laisser éclore ses véritables caractéristiques naturelles, pour que son développement normal puisse avoir lieu, il était nécessaire de prendre en compte ce qu'elle appelait la trinité, le triangle adulte, enfant, environnement, comme un tout, un ensemble qui fonctionne de façon indissociable. En fait, elle a compris que le développement psychique de l'enfant suit de la même manière que son développement physique les lois de la nature selon un ordre établi. Et donc notre rôle d'adulte est donc de ne pas entraver cet ordre établi et au contraire de tout faire pour le préserver. Alors il faut bien comprendre que chaque enfant a un potentiel et c'est en absorbant ce dont il a besoin dans l'environnement qu'il se forme de manière unique. Et donc l'éducation psychique ne se fait pas de manière directe à travers des punitions ou un enseignement spécifique, mais de manière indirecte en se basant sur cette trinité composée de l'adulte, de l'enfant et de l'environnement. Donc tout d'abord, l'environnement, qui a une grande importance, il ne doit pas mettre de barrière à l'activité créative, au travail spontané, instinctif de l'enfant. C'est la nature qui lui dicte cette activité pour le bon développement de sa croissance et de sa personnalité. Et donc, si l'environnement constitue une entrave, l'enfant va souffrir d'une sorte de famine mentale et de manque d'activité. Et si l'enfant reste passif et ne vit pas les expériences dont il a besoin, alors c'est là que son comportement va subir des déviations. L'adulte a également un rôle important. Premièrement, parce que c'est lui qui peut adapter l'environnement de l'enfant en fonction de ses étapes de développement, et c'est lui qui va lui proposer les activités dont il a besoin. Et deuxièmement, l'enfant doit aussi être libéré de l'intervention et des directives de l'adulte, qui sont également une entrave. C'est par la liberté de mouvement et de choix qu'il va pouvoir suivre son guide intérieur et s'épanouir naturellement. Et ce développement normal et naturel dépend des propres actions de l'enfant. Donc, l'adulte doit vraiment adapter l'environnement et sa posture pour rendre possible ces actions. C'est donc en envisageant cette trinité enfant, environnement, adulte de cette manière que le processus de normalisation déjà peut avoir lieu. C'est vraiment la base. Lorsque les enfants sont libres dans un environnement adapté à leurs besoins, ils s'épanouissent. Alors Maria Montessori disait que c'est ce qui s'est confirmé dans les écoles Montessori. Alors elle disait pendant plus de 50 ans, on pourrait rajouter 50 ans supplémentaires depuis, dans différents pays à travers le monde. Mais attention, si un de ces éléments manque, alors les caractéristiques des enfants dits déviés apparaissent sans avoir aucun rapport avec une soi-disant méchanceté intrinsèque de l'enfant. C'est vraiment, ce qui est important, c'est que l'attention doit être portée sur l'adulte qui peut agir indirectement sur sa posture et l'environnement de l'enfant. Donc on vient de voir la base nécessaire à la normalisation. Maintenant, voyons quel est l'élément déclencheur de la normalisation. Alors, je vais d'abord vous présenter ce schéma. Donc dans son livre L'esprit absorbant de l'enfant, Maria Montessori le présente. Donc ce schéma s'intitule Délimitation entre les caractères normaux et les caractères déviés des enfants. Les caractéristiques des enfants déviés qu'on a revus ensemble tout à l'heure sont indiquées donc à droite. On peut lire la paresse, la timidité, le désordre, le caprice. La ligne du milieu, plus large, représente la ligne de la normalité et symbolise la concentration. Lorsque l'enfant se concentre, toutes les caractéristiques indiquées à droite disparaissent et celles de l'enfant normalisé apparaissent comme le travail, la discipline, la sociabilité
en commençant inévitablement par la concentration. La concentration sur un travail de la main est le point de départ de la normalisation. Mais attention, il est indispensable que celle-ci ne soit pas seulement une occupation, mais un véritable intérêt qui engage la personnalité. Les enfants qui travaillent avec du matériel qui engage entièrement leur intérêt et qui traversent une période de concentration intense semblent ensuite être reposés et contentés. Ce qui est finalement très étonnant et qui a également étonné Maria Montessori, c'est de réaliser que le jeune enfant, que l'on qualifie souvent de désordonné, agité, énergique, voire parfois perturbateur, est en réalité, contrairement à ce qu'on pourrait penser, l'enfant dont les besoins n'ont pas été respectés, et pas l'inverse. Parmi tous les secrets de l'enfant que Maria Montessori a découvert, il y a le fait que la concentration intense et le comportement calme sont en réalité normaux pour des enfants, et même des tout petits enfants. Alors, voici comment Maria Montessori décrivait la concentration. La concentration est l'engagement dans un exercice qui absorbe l'attention complète. Et cet exercice consiste généralement en une activité réalisée avec du matériel qui nécessite le mouvement des mains. Lorsque l'intérêt d'un enfant est capté, tout son potentiel se met au service du travail qu'il accomplit. Et le texte continue ainsi. Nous devons bien comprendre la portée de la concentration et non tenter de corriger les défauts de l'enfant un par un. Lorsqu'un enfant se concentre, sa personnalité change et il devient véritablement un nouvel enfant. C'est à partir de là que s'amorce le progrès. La personnalité se développe normalement et nous pouvons commencer à constater le fruit de l'éducation. Je ne signifie pas ici que l'enfant devient subitement intelligent, mais qu'à partir de ce moment, il se comporte différemment et entreprend alors son long voyage vers la perfection, c'est-à-dire son développement. Donc, ce que Maria Montessori veut dire là, c'est que la concentration n'est pas un objectif, mais un point de départ nécessaire. D'ailleurs, dans une école Montessori, lorsqu'on est éducateur, la question que l'on se pose en premier à propos d'un enfant est de savoir si l'enfant est normalisé, car on a conscience que la véritable éducation ne commence qu'à partir de ce point. Alors, avant 3 ans, la concentration des plus jeunes enfants se produit dans le contexte de leurs activités motrices. Alors, en apprenant à se retourner, à se déplacer, à marcher, en mangeant seul, avec une cuillère, etc. Mais ensuite, tous les développements qui ont été accomplis séparément vont s'organiser ensemble afin de développer la personnalité. La main travaille alors guidée par l'esprit. Et Maria Montessori pense qu'il est important que l'action de l'enfant soit connectée à l'esprit, à l'activité mentale en cours, et que seuls les buts réels engagent l'esprit dans le mouvement. Alors, le rôle de la vie pratique dans la normalisation. Les activités de vie pratique sont les premières qui apportent du sens aux actions et qui conduisent les enfants à augmenter leur concentration. Ensuite, une fois que la concentration est développée, les enfants développent aussi un calme intérieur qui va pouvoir les guider vers les autres activités de la classe. C'est en tout cas ce que Maria Montessori a pu observer et ce qu'on observe depuis dans les écoles où l'on applique sa pédagogie. Et c'est pour cela aussi que dans une classe Montessori, l'éducateur commence toujours par présenter les activités de vie pratique, parce que c'est seulement lorsqu'il observe une véritable concentration de l'enfant dans ces activités qu'il propose des intérêts progressifs et peut commencer à présenter la vie sensorielle et les autres domaines. Et lorsque l'on parle de vie pratique, il s'agit des soins de la personne et de l'environnement. Donc toutes les activités qui vont permettre à l'enfant d'être acteur dans son environnement quotidien, d'en prendre soin. Ce sont des activités qui ont un but défini. Textuellement, c'est une aide à la vie pratique, donc activité réelle et concrète.
comme vous le voyez sur ces photos. Comment l'éducateur va-t-il guider les enfants vers cette concentration? Alors, il faut être honnête, hein, même si on a conscience de ce qu'il faut mettre en place pour permettre à l'enfant de se normaliser, c'est loin d'être magique. Ce sera bien sûr plus simple si la classe fonctionne déjà et qu'on accueille seulement environ un tiers de nouveaux enfants, parce que les enfants seront alors naturellement guidés par les enfants qui sont déjà présents et normalisés dans l'ambiance. Pour autant, tous les enfants ne réagiront pas de la même manière et en tant qu'éducateurs, nous devons trouver le moyen de rendre possible cette normalisation et donc en premier rendre possible la concentration de l'enfant. Alors, nous savons que ce changement ne peut venir que de l'intérieur, donc cela veut dire que notre aide ne peut s'exprimer que de manière indirecte. C'est notre première responsabilité que de se demander comment. Pour commencer, donc on l'a vu tout à l'heure, nous devons fournir un milieu de liberté et un environnement préparé, adapté aux besoins de l'enfant. Si la posture de l'adulte et l'environnement sont adaptés, à un moment donné, qui va être propre à chaque enfant, hein, l'enfant va se concentrer sur une tâche particulière et le changement va avoir lieu. Il faut donc déjà avoir confiance et faire confiance aux capacités naturelles de l'enfant. La normalisation va se produire. On doit également, en tant qu'adulte, développer une sensibilité qui va nous permettre de reconnaître lorsque la concentration se produit. Parce qu'à partir de ce moment-là, il ne s'agira plus d'inciter les enfants à se concentrer, mais au contraire de préserver la concentration. Donc l'adulte doit être très attentif et s'adapter. Observer, donc. Et lorsque l'adulte est concentré sur un travail, alors il ne doit absolument pas intervenir car c'est un phénomène interne qui est en train de se produire qui va permettre à l'enfant de développer son autonomie et de travailler par lui-même. À partir de là, il doit ensuite préparer l'environnement pour qu'il soit attractif et que l'enfant y soit le plus autonome possible. Donc l'important à ce moment-là, c'est pas que l'enfant manipule correctement, mais qu'il soit entré dans une véritable concentration. Et si c'est nécessaire, l'éducateur pourra toujours faire une présentation plus tard, mais il ne doit absolument pas intervenir lors de ce moment clé de la concentration. Car s'il intervient à ce moment-là, il stoppe l'activité et il stoppe la concentration. Donc, ça c'est une chose. Et pour préserver cet état, il va falloir aussi qu'il canalise les enfants qui sont autour et qui, eux, ne sont pas encore normalisés, puisque tous les enfants ne vont pas se normaliser en même temps. Et là, on ne va pas pouvoir essayer de les pousser à travailler, ni essayer de les raisonner, car cette intervention directe n'a pas de portée réelle et profonde. Seule la motivation intrinsèque va pouvoir guider l'enfant. Maria Montessori disait « Tout le monde peut commander et réprimer une personne faible et soumise, mais personne ne peut en développer une autre. Le développement ne peut pas s'enseigner. » Donc, tant qu'ils ne sont pas normalisés, Maria Montessori disait, donc elle l'a écrit, hein, que toutes les activités étaient possibles et n'auraient pas de conséquences sur la suite. Donc il y a un moment juste avant que les enfants entrent dans la concentration et deviennent normalisés où on va pouvoir utiliser des méthodes un petit peu différentes. Parce qu'il va falloir réussir à les contenir pour qu'ils ne dérangent pas les autres et à les divertir. Elle proposait alors des activités de groupe pour ces enfants, car on ne peut pas apporter attention à chacun d'eux en même temps. Par exemple, cueillir des fleurs, chanter, faire de l'exercice en groupe, leur raconter une histoire, déplacer des chaises sans bruit. Donc elle proposait de les attirer par la gentillesse, et même la compétition ne lui semblait pas négative à ce stade. Elle écrivait « Rien n'importe vraiment quand l'enfant est toujours au stade de déviance, tout se corrigera de lui-même une fois que la concentration sera acquise. » Donc, ça c'est vrai pour un temps. Donc voilà, après il faut observer et quand la concentration est arrivée, on change donc de rôle.
de posture. Il faut donc faire preuve d'une grande adaptabilité parce qu'il va falloir réussir à intervenir, encourager et distraire les enfants encore déviés, tout en préservant la concentration des enfants normalisés. Il va falloir aussi avoir confiance en leur capacité de concentration qui, à un moment donné, va se manifester et être prêt alors à ne plus intervenir et à entretenir, adapter un environnement qui nourrira alors l'enfant et lui permettra de poursuivre son développement. Et une fois que l'enfant est entré dans la concentration, qu'il est donc normalisé, il a alors besoin d'un éducateur qui lui inspire le respect, en qui il a confiance et qui va pouvoir le guider sur son propre chemin de développement. Alors, en ce qui concerne le temps que peut prendre la normalisation, on va dire qu'il est variable, hein, mais on entend souvent dire que la normalisation d'un groupe est posée en à peu près un trimestre. Maria Montessori écrit « On dirait que les enfants font des exercices de vie spirituelle, ayant trouvé une vie de perfectionnement. » Elle écrit ça dans l'esprit absorbant. Et comme elle, et après elle, il y a certains auteurs qui expliquent que cette concentration profonde, ce calme intérieur qui apporte de la sérénité et de la joie aux enfants, qui développe une discipline spontanée, peut s'apparenter à une sorte de méditation. Il s'agit bien d'une régulation de l'attention qui peut s'entraîner avec la pratique. Et si on reprend la définition de la méditation donnée par le site Futura Science, qui est la suivante, la méditation décrit une pratique au cours de laquelle l'individu entre dans une réflexion longue et profonde. Souvent pratiquée dans le cadre d'une démarche spirituelle, elle peut également servir à améliorer le bien-être de l'individu. Et lorsque Maria Montessori écrit « Lorsqu'un enfant se concentre, sa personnalité change et il devient véritablement un nouvel enfant ». Et quand on lit tous les changements positifs qui sont observés, on peut en conclure une amélioration des compétences sociales, un développement de l'empathie, du bonheur, n'est-ce pas les bienfaits de la méditation? C'est un point vraiment intéressant qui est à explorer. Pour conclure, Maria Montessori écrit « La normalisation est l'expérience la plus importante de notre œuvre. » Car ce qu'elle a pu observer dans ces écoles, c'est que l'enfant qui est libre d'avoir une activité spontanée, qui est libre de prendre soin de lui, de son environnement, va développer sa concentration qui sera le point de départ de son développement. Et donc je terminerai ce webinaire par cette phrase, toujours de Maria. Ainsi, pour une éducation efficace et réussie, l'espoir repose sur l'aide que nous apporterons aux tout jeunes enfants. Et cet espoir est entre nos mains.